Il est 23 heures. Votre bulletin télévisé, présenté par Nicolas Gillet. Désormais, votre radio passe également à la télé. Rejet en mer des eaux contaminées de la centrale de Fukushima, retour des attaques d'ours au Japon et une 12e édition de l'Art2Play très suivie à Nantes. Très heureux de vous retrouver aux commandes de ce JT du soir d'Isekai Online. Voici les titres de ce 23h. Et de 3, le Japon a entamé son 3e rejet d'eau traité de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi. Ce dernier s'est déroulé en toute sécurité, selon l'opérateur TEPCO. Depuis ce jeudi, le Japon a commencé à évacuer dans l'océan Pacifique plus d'1,3 million de mètres cubes d'eau provenant du refroidissement des réacteurs entrés en fusion lors du tsunami de mars 2011. Cette opération, qui doit durer jusqu'en 2050, est supervisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui assure que l'eau rejetée est filtrée puis diluée, mais qu'elle ne présente pas de risque pour l'environnement ou la santé humaine. Le Japon affirme que cette solution est la seule viable face à la saturation des capacités de stockage sur le site de la centrale. Cette décision suscite néanmoins de vives critiques de la part des pays voisins, comme la Chine ou la Corée du Sud, qui craignent une contamination radioactive de leurs eaux territoriales. Les pêcheurs locaux, les restaurateurs et les organisations environnementales sont également vent debout contre ce projet qu'ils jugent irresponsable et dangereux pour la biodiversité marine et la réputation des produits de la mer japonais. Certains experts s'interrogent aussi sur les effets à long terme du tritium, la seule substance radioactive qui n'a pas été éliminée de l'eau rejetée et qui pourrait s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Face à cette controverse, le Japon tente de rassurer la communauté internationale en affirmant que le rejet des eaux usées de Fukushima respecte les normes internationales. Le Japon promet également de renforcer la transparence ainsi que la surveillance du processus en publiant régulièrement des données sur la qualité de l'eau et en invitant des observateurs étrangers à visiter le site de la centrale. Les attaques d'ours ont atteint un nouveau record cette année. On en dénombre 164 de janvier à octobre, entraînant 5 morts et 175 blessés. La grande majorité de ces attaques se passent dans les préfectures du nord du Japon. Pour comparaison, la dernière apparition d'un ours sauvage sur l'île de Kyushu, au sud de l'archipel, remonte en 1987. Les attaques d'ours se sont multipliées durant ces derniers mois, notamment dans la préfecture d'Akita, dans le nord-est du Japon, où 4 personnes ont été attaquées par un même ours le 9 octobre dernier. L'une des victimes, une femme âgée de 80 ans, a succombé à ses blessures. Quelques jours plus tard, le 2 novembre, les restes d'un étudiant de 22 ans, porté disparu lors d'une randonnée, ont été retrouvés près de Fukushima avec la carcasse d'un ours brun à proximité. Il s'agit du 5e décès causé par un ours cette année, égalant le triste record de 2021. Plusieurs facteurs pourraient expliquer la recrudescence de ces attaques selon les experts. D'une part, la désertification des zones rurales qui réduit l'espace vital des ours et les pousse à chercher de la nourriture ailleurs. D'autre part, la surpopulation des sangliers et des cervidés qui concurrencent les ours pour les fruits et les glands dont ils sont friands. Enfin, les changements climatiques qui perturbent les cycles d'hibernation et la disponibilité des ressources alimentaires peuvent avoir un impact conséquent sur le comportement des ursidés. Face à cette menace, les autorités appellent à la plus grande prudence et recommandent aux habitants et aux randonneurs de se munir de cloches, de sifflets ou de sprays répulsifs pour éloigner les ours. Elles conseillent également de ne pas s'approcher des buissons ou des zones à mauvaise visibilité où les ours pourraient se cacher. En cas de rencontre avec un ours, il faut éviter de le regarder dans les yeux, de lui tourner le dos ou de courir, mais plutôt reculer lentement en parlant d'une voix calme. Retour en France cette fois-ci, et plus précisément à Nantes avec une convention annuelle très attendue des amateurs de pop culture geek et nippon. Il s'agit bien entendu de la 12e édition de l'Art2Play. Tout de suite le reportage de Paul Le Sonnet et Gilles Nicolas. C'est un événement très attendu chaque année dans l'ouest de la France et qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes en l'espace d'un week-end. L'Art2Play est le rendez-vous annuel des amoureux de la pop culture geek et nippone. Se déroulant au centre des congrès de Nantes, un endroit particulièrement adapté à ce genre d'événement, la 12e édition de la convention aura attiré petits et grands autour de divers stands d'activités, de concours de cosplayers, mais également de vendeurs de nourriture et autres snacks importés directement du pays du soleil levant. C'est également l'occasion pour de nombreuses associations de conservation du patrimoine vidéoludique de faire connaître aux plus jeunes les tout premiers jeux vidéo, bien loin des AAA actuels. Mais l'Art2Play, c'est aussi l'occasion de rencontrer des invités de renom, venus de différents horizons de la pop culture, du jeu vidéo ou du manga. Parmi eux, on peut citer Koei, un mangaka japonais connu pour son œuvre A Silent Voice, Starry Sky, un youtubeur spécialisé dans l'animation et le doublage, ou encore Takeshi Honda, directeur de l'animation du dernier long métrage du studio Ghibli, Le Garçon et le Héron. Ces invités ont partagé leurs expériences, leurs passions et leurs talents avec le public au travers de conférences, de dédicaces ainsi que des spectacles et des animations.
Au total, ce sont plus de 200 stands qui ont proposé des illustrations, des goodies, des bijoux, des vêtements et des accessoires inspirés de la pop culture nippone. Les artistes étant sélectionnés sur dossier, ils offrent une grande diversité de styles et de techniques. L'Art2Play 2023 a donc été un succès avec plus de 30 000 visiteurs sur le week-end du festival. Un événement qui a su séduire les fans de pop culture, de jeux vidéo et de manga, mais aussi les curieux et les néophytes qui ont pu s'initier et s'amuser dans une ambiance festive et chaleureuse. Un événement qui rassemble donc avec un public très diversifié, plus que les années précédentes, comme pourra le montrer ses interviews. C'est la fin de votre journal. À suivre les prévisions météo de la semaine à venir. À la semaine prochaine sur Isekai Online.